Bonjour Timothée, bonjour à tous Bonjour ceux qui Darlène, sont bonjour à tous. connectés ce matin. Bienvenue à vous tous qui êtes en train de vous connecter ou qui êtes déjà connectés pour participer à la 4e édition des Semaines de l'évolution professionnelle. Et puis merci surtout à tous ceux qui ont fait le choix de ce webinaire pour pouvoir, on va dire, déployer la direction autour des dispositifs qui vont favoriser les financements avec les moindres risques que possible. Mais pour aller plus avant, tâchons de donner quelques règles et quelques consignes visant à favoriser un webinaire dans les meilleures conditions. Notez que vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet questions. Et avec mon collègue, nous y répondrons avec plaisir. Sachez également que vous pourrez voter pour les questions qui sont déjà posées et dont la réponse vous intéresse particulièrement. Ainsi, en votant pour une question déjà posée, vous la priorisez tout simplement sur notre liste et elle sera traitée en priorité. Il suffit simplement de cliquer sur la question. Je tiens également à vous rappeler que cette 4e édition des Semaines de l'évolution professionnelle se déroule depuis lundi 9 octobre, et que cette édition se terminera le vendredi 20 octobre 2023. Les opérateurs qui organisent cette édition sont l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution. Nous avons également dans ces organisateurs d'opérateurs la BGE Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique. Tous ces opérateurs du Conseil en évolution professionnelle interviennent pour des salariés du secteur privé ou des indépendants et bien sûr en association avec leurs partenaires régionaux et nationaux. Comme vous avez dû le noter, notamment sur la slide et aussi sur votre invitation, cet événement s'inscrit dans un programme 100% digital avec 100 webinaires thématiques qui sont construits autour d'un sujet central, l'évolution professionnelle. Voilà pour les rappels. Et puis juste avant d'entrer dans le vif du sujet, histoire de pouvoir rendre plus agréable l'échange, nous allons nous présenter. Comme vous le voyez affiché, je suis Darlène Désir, conseillère conseil en évolution professionnelle. J'interviens pour le compte du groupement Évolution dans les Hauts-de-France et notamment sur la région lilloise. Et je laisse Timothée se présenter. Bonjour à tous, donc Timothée Potier, chargé de mission sur le CEP également dans la région lilloise. Donc je vais vous inviter à bien utiliser l'onglet questions pour poser vos questions. Je répondrai par écrit à certaines questions et je ferai intervenir Madame Désir pour répondre à d'autres. Et je vous laisse utiliser l'onglet chat pour discuter entre vous. Voilà, merci Timothée. Et effectivement, n'hésite pas à me solliciter dès lors qu'il y a une question, lorsque tu as regroupé quelques questions, et qu'on puisse faire un petit arrêt pour pouvoir échanger avec ceux qui sont connectés. Donc, nous allons aujourd'hui mettre le laïus sur les différents dispositifs qui favorisent le financement d'une formation, comme vous le voyez annoncé. Nous allons parler du CPF, du PTP, des missionnaires. Alors, je ne donne pas volontairement la signification de tous ces sigles, puisque nous allons rentrer dans le détail lorsque nous allons commencer à les présenter. Nous parlerons également de Transco, transition collective, plan de développement des compétences, la ProA, la PRF, l'AIF, le FAF, le FNF, FNE plutôt, formation. Voilà, et on est parti. Donc, tous ces dispositifs favorisent, on va dire, la prise en charge du coût pédagogique de la formation, voire du salaire. On verra tout cela plus avant. L'objectif, c'est de se dire que moi, en tant que salarié, en tant qu'indépendant, j'ai une opportunité ou un besoin d'évoluer ou de me reconvertir, que je pourrais, avec mon statut de salarié, bien sûr, pouvoir mobiliser l'un de ces dispositifs pour pouvoir faire financer ma formation et ainsi m'aider soit à créer une activité, soit à monter en compétence, soit à me reconvertir tout simplement, mais dans tout état de cause, être dans un contexte d'évolution professionnelle. Et nous allons commencer, bien sûr, avec l'un des dispositifs les plus connus, c'est le compte personnel de formation. Nous tâcherons de répondre à la question, qu'est-ce que le compte personnel de formation en tant que tel, le site Mon compte formation et puis les modalités que l'on pourrait mettre en place pour pouvoir mobiliser le compte personnel de formation.
Alors, le CPF, donc compte personnel de formation, je vais utiliser les sigles puisque je l'ai déjà présenté. Permettez-le-moi, ça sera plus rapide. Donc, le CPF, c'est se dire chaque année, pour une personne qui travaille, donc un actif à l'emploi, qu'il soit salarié ou indépendant, il va pouvoir voir son compte personnel de formation être alimenté selon un certain montant. Alors 500 € par année sera le montant de tout salarié, on va dire lambda, un salarié qui aura un niveau de qualification déjà au moins égal au bac. Donc ces personnes se verront attribuer 500 € par année travaillée. Donc une année complète de travailler. Maintenant, d'autres profils pourraient bénéficier d'une majoration de 300 €. Nous pensons notamment aux bénéficiaires de l'OETH, l'obligation de l'emploi des travailleurs handicapés. Donc, ils vont avoir 800 € par année plutôt que 500 € ou plus encore toute personne qui n'aura pas atteint un niveau de qualification bac, elle se verra également cette majoration sur son compte personnel de formation. Donc, dans la limite maximum, on atteindra les 5 000 € pour tout salarié avec un niveau de qualification bac sans RQTH, sans reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et pour toute personne qui aura peut-être pas de qualification, donc pas de bac, elle se verra attribuer 800 € ou toute personne qui bénéficiera de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Alors, je rappelle que l'OETH, l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, signifie que tout employeur, en fait, dont les effectifs sont au moins de 20 salariés, ou leurs agents, ou moins de 20 agents, ils doivent employer en fait des travailleurs handicapés dans une proportion de 6% de leur effectif. Et lorsque l'entreprise ne respecte pas cette obligation d'emploi, donc elle doit verser une contribution annuelle, tout simplement, qui sera collectée par l'URSSAF et destinée à l'AGEFIP. L'AGEFIP étant l'association de gestion du Fonds de développement de l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Voilà. Donc, si l'employeur ne verse pas sa contribution, forcément, il aura également une somme à payer. Voilà, donc ça, c'était pour l'OETA. Je reviens. Maintenant, pour pouvoir soit consulter son compte, donc son solde notamment, déclarer sa situation au ETH ou son niveau de qualification, rechercher également des offres de formation ou encore tout simplement acheter une formation, vous pourrez aller sur votre compte www.moncompteformation.gouv.fr ou encore tout simplement sur l'application mobile désormais pour pouvoir, on va dire, mobiliser son CPF, en tout cas acheter une formation, vous aurez une double sécurité puisqu'il faudra se créer une identité numérique avec France Connect Plus désormais. D'accord? Donc, si vous avez du mal par rapport à votre CPF, n'hésitez pas de vous faire accompagner par un conseiller en évolution professionnelle à cet effet. Donc, je rappelle 500 € par année, la limite 5 000 € ou 800 € par année, la limite 8 000 €. Cela suppose que à partir du moment où vous ne mobilisez pas votre CPF, vous avez peut-être 8 000 € sur votre CPF, vous avez atteint le plafond. À partir du moment où vous n'utilisez pas vos droits formation, vous n'allez pas non plus votre compte ne sera pas alimenté non plus. Il restera bloqué à 8 000 ou 5 000 € et de fait, soit vous utilisez vos droits formation, soit vous n'avez plus d'alimentation sur votre CPF, tout simplement. Voilà. Ensuite, Alors, vas-y, je Darlene, t'écoute. petite question tout de suite sur le CPF. La majoration pour les salariés non qualifiés se fait automatiquement? Elle se fait automatiquement si elle n'a pas été faite par votre employeur lorsqu'il fait sa déclaration, puisque c'est lorsque l'employeur fait la déclaration sur la DAS qu'on le sait, vous pouvez très bien faire cette déclaration vous-même sur votre CPF en sollicitant la Caisse des dépôts et des consignations. Okay, donc apporter la preuve de ce qui est déclaré, bien sûr. Voilà, merci. Et pareil, n'hésitez pas, dans une situation bien particulière, à contacter, parce que vous voyez, c'est l'une des questions qui vous est d'ailleurs posée lorsque vous créez votre compte personnel de formation. Quel est votre niveau de qualification? C'est pour prendre en compte également cette donnée pour savoir comment sera alimenté
le CPF. Maintenant, pareil, dès que vous voyez une erreur sur le CPF, il y a possibilité de demander réparation et d'apporter des preuves pour que la réparation soit réalisée. Okay. Voilà. Maintenant, quelques actions qui sont éligibles au CPF. Vous pourrez financer, donc mobiliser votre CPF pour financer des formations certifiantes et qualifiantes qui sont inscrites au RNCP. Je rappelle le RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles, ou encore le RS, le registre spécifique de France Compétences. Donc le RNCP et le RS sont gérés par France Compétences. Vous pourrez également mobiliser votre CPF pour pouvoir valider des blocs de compétences, tout simplement. On pourrait imaginer que vous n'ayez pas besoin de toute la certification et que vous n'ayez pas on va dire qu'il n'y ait pas de financements pour financer toute une certification et que vous pourriez effectivement mobiliser votre CPF uniquement pour des blocs de compétences qui vous apporteront l'expertise que vous recherchez. Le CPF permet également de faire financer un bilan de compétences, la certification CLEA également, ou encore une formation pour créer son entreprise ou être accompagné dans le cadre de sa création d'entreprise pour pouvoir connaître tous les critères sociaux, fiscaux, voilà, législatifs qui tournent autour d'une entreprise. Donc, toute formation préalable à une création d'entreprise, vous pourrez mobiliser votre CPF à cet effet. Les formations qui sont liées à des missions de bénévolat. Donc, vous êtes dans une dynamique de bénévolat. Vous n'avez pas forcément l'expertise attendue par rapport à cela, ni certaines compétences, parce que peut-être que vous êtes dans un métier complètement différent. Bien sûr, vous pouvez utiliser votre CPF à cet effet. La validation des acquis de l'expérience, le CPF également peut financer cet accompagnement, notamment si vous n'avez pas identifié d'autres modalités de financement à cet effet. Donc, s'il y a des VAE, plutôt que d'utiliser le CPF, n'hésitez surtout pas à participer au webinaire sur la VAE qui vous donnera tout plein de pistes pour la prise en charge de cette consolidation et de cette obtention de diplômes sans passer par la formation. Et nous avons également les permis qui peuvent être financés dans le cadre du CPF. À ce jour, les permis qui sont pris en charge sont les permis B ou les permis poids lourds. À partir de janvier 2024, du 1er janvier 2024, le CPF sera élargi à la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur. D'accord? Donc ça aussi, c'est à prendre en compte dans le cadre de votre projet et des perspectives que vous avez pour un permis qui soit autre que le permis B ou le permis poids lourd. Donc ça, c'était pour le CPF classique. Vous avez également dans le cadre du CPF des abondements qui sont possibles, notamment le C2P, le compte professionnel de prévention. Donc là, on va parler d'abondements qui sont liés directement à des dispositifs. Donc vous pourrez effectivement, imaginons que vous envisagez une formation, de faire financer une formation, vous n'avez pas suffisamment de droits formation sur votre CPF pour pouvoir faire financer cette formation, ou vous n'avez pas du tout de droits sur votre CPF pour faire financer votre formation. Par contre, vous avez des points pénibilité. Donc, vous pouvez effectivement, dans le cadre de l'abondement lié par des dispositifs, mobiliser les points du compte professionnel de prévention. Donc, je rappelle que les points, un point est égal à 375 €. Donc, c'est pas négligeable de pouvoir les mobiliser pour pouvoir compléter le financement de sa formation. Et bien sûr, on n'est pas tenu d'avoir déjà une certaine somme sur le CPF pour pouvoir mobiliser ces points pénibilité. Si vous n'avez plus de droits formation inscrits sur votre CPF, vous pouvez parfaitement mobiliser vos points pénibilité pour faire financer votre formation. Donc, les personnes qui bénéficient des points pénibilité, je rappelle, ce sont des personnes
personnes des salariés qui sont exposés à plusieurs facteurs de pénibilité, donc soit du travail de nuit, du travail en équipe tournante, du travail répétitif, des activités en milieu hyperbare, voilà, des températures extrêmes, voilà. Donc des personnes qui sont dans ces conditions-là pourraient effectivement bénéficier des points pénibilité, hein, donc voilà, des critères d'intensité seront pris en compte, ou encore des critères de durée, voilà. Donc 375 € par point pénibilité. Vous avez également, dans le cadre des abondements liés par des dispositifs, l'abondement AT, donc accident du travail, hein, maladie professionnelle également. Là, nous sommes plutôt dans un contexte avec un montant forfaitaire de 7 500 € qui sont mobilisables en plusieurs fois. Pareil, vous pourrez contacter votre conseil en évolution professionnelle pour pouvoir avoir plus de détails là-dessus. Et puis, nous avons encore un autre abondement lié à des dispositifs qui est le compte d'engagement citoyen. On a entre 240 et 720 € maximum en termes de plafond. Donc, si vous avez effectivement une activité bénévole, vous pouvez la faire valoir pour pouvoir alimenter un compte engagement citoyen. Vous avez également les dotations employeurs. Donc, ce sont des dotations volontaires. Donc, on peut effectivement faire la demande à l'employeur. Parfois, des dotations obligatoires pour des salariés qui sont licenciés, des droits correctifs, hein, tout simplement. L'employeur n'avait pas déclaré pendant un certain temps votre activité. Donc, il aura des droits correctifs ou encore des droits supplémentaires. Nous avons également les abondements, donc on en a parlé, et puis vous avez aussi des abondements, et là on est plus dans le cadre de personnes demandeurs d'emploi, je veux juste, ou encore salariés, ça dépendra. Donc les abondements de co-construction sur instruction, donc abondement de Pôle emploi sur le CPF, ou encore des abondements automatisés. Et dans ce cadre-là, pour les demandeurs d'emploi région, les salariés, l'OPCO ou encore l'État. Voilà pour ce qui est des abondements sur le CPF. Alors, j'ai quelques questions, Darlène, avant de changer de sujet. En mi-temps thérapeutique, je peux prétendre à une formation? Si vous avez l'autorisation de la CPM, hein, tout simplement, bien sûr, vous pouvez réaliser une formation sans aucun problème. Merci. Quels sont les critères pour qu'une formation soit enregistrée au CPF? Alors, les formations qui sont inscrites au CPF font l'objet de demandes auprès de France Compétences. Il faut absolument que l'organisme de formation ait la certification Calliope. Ça, c'est pour le CPF. Il y a d'autres critères pour le RNCP, par exemple. D'accord. Donc, depuis janvier 2022, d'ailleurs, hein, France Compétences a fait un nettoyage sur le CPF. Et d'ailleurs, pour certaines formations, vous le voyez certainement noté, où on dit que certains organismes n'ont pas encore été audités. Et de fait, voilà, il y a une petite alerte disant que cette formation n'est pas garantie du fait qu'il n'y ait pas l'audit porté par France Compétences. Mais il faut absolument que les organismes de formation et la certification Calliope pour pouvoir être inscrit sur le CPF, autrement dit, bénéficier des fonds d'État, pouvoir bénéficier des fonds d'État. Merci. Alors, autre question, est-ce que la limite peut être dépassée si un employeur souhaite verser un complément pour un salarié afin de lui financer une formation plus chère? Oui, voilà, dans ce cas, nous sommes dans le cadre des dotations, bien sûr. Donc, je rappelle, hein, quand je parle de plafond, c'est l'alimentation automatique de votre CPF par la Caisse des dépôts et de consignation chaque année. Maintenant, pareil, hein, on peut imaginer que vous ayez atteint ou pas cette somme de 5 000 €, on peut avoir aussi 3 000 € et qu'il y ait un abondement sur une formation qui coûte 7 000 €. Oui, bien sûr, il n'y a aucun souci par rapport à cela. Cette somme sera dépassée dès lors qu'il y aura abondement. Mais en termes d'alimentation annuelle, hein, par la Caisse des dépôts et de consignation, non, il n'y aura pas de dépassement. D'accord. Et si on est en arrêt maladie depuis plus de 6 mois, est-ce que mon CPF sera quand même abondé de 500 € cette année? Non, je rappelle, hein, le compte personnel de formation, les 500 €, c'est pour du travail
complet. Voilà, donc une personne qui aura travaillé une année complète. Si vous êtes en arrêt maladie, cette période d'arrêt ne va pas compter. Donc 500 €, c'est maximum pour du travail complet sur une année, voilà, sur une année de travail. Sinon, ce sera un calcul au prorata de votre présence effective en tant que personne au travail. Merci. Et une petite question au niveau des abondements des droits correctifs. Est-ce Oui. nous qui doivent le déclarer? Alors, la demande est faite à l'employeur directement. D'accord? Donc, vous faites la demande à votre employeur directement et l'employeur est en droit de pouvoir porter cette correction dans ses déclarations et de vous faire un abondement direct. Merci. Et pour les années travaillées avant 2015, que faire pour les récupérer? Comment faire? Il est trop tard. Il En est- fait, lorsque le compte personnel de formation est arrivé au 1er janvier 2015, on avait accordé aux salariés 5 années pour pouvoir faire la conversion de leurs droits individuels de formation qui étaient en heures à l'époque. Donc, ils devaient renseigner le CPF avec ces heures. Et c'est pour cela que les premières années, on était à 364 € et non 500 € sur le compte personnel de formation. Ces 5 années se sont écoulées au 31 décembre 2020. Il y a même eu un report de ce délai jusqu'au 31, il me semble, juillet 2021. Désormais, c'est perdu. Tout ce que vous n'avez pas alimenté en termes d'heures avant 2015, c'est perdu. Il n'y a plus de possibilité. Il y avait 5 années pour cela, plus 6 mois qui avaient été accordés jusqu'en 2021. Donc désormais, ce qui est inscrit sur votre CPF, ça sera ce que vous avez. Merci. Et petite dernière question sur le CEC. Enfin, j'ai deux questions qui regroupent. Donc, quel type de bénévolat donne droit au CEC? Et est-ce que la mission de conseiller municipal permet l'abondement CEC? Oui, de toute façon, quelle que soit l'activité, on va dire, de bénévole sur laquelle vous êtes, hein, vous pouvez le prouver par des attestations, par des certifications, vous en faites la demande. Ok. Plus d'autres questions? On Une avance dernière. alors. Bon, allez, Je t'en prie. une petite dernière et après on y va, Darlène. Si je suis en arrêt de travail et que je souhaite utiliser mon CPF, est-ce que j'ai besoin de l'autorisation d'un médecin traitant ou d'un médecin conseil de la CPAM? Si vous réalisez une formation à distance, il n'y a nul besoin de demander l'autorisation. Si c'est une formation en présentiel, oui. Vous devez avoir l'autorisation de votre médecin traitant qui fera la demande au médecin conseil de la CPAM. Merci, Ok. Darlène. Voilà. Donc, puisqu'on est terminé avec cette phase CPF, hein, nous allons continuer avec le PTP, ce que nous appelons communément le PTP. Donc, c'est le projet de transition professionnelle. On va en parler, savoir qui peut en bénéficier, quelles sont les démarches pour en bénéficier, quelles sont les formations qui sont possibles et puis quelle prise en charge financière. Donc, pour les salariés, je crois que le PTP reste un dispositif des plus intéressants. Après, tout dépend bien sûr des formations, mais dans tout état de cause, le PTP reste largement plus intéressant pour beaucoup par rapport au CPF. Alors, le PTP, pour pouvoir en bénéficier, on est salarié forcément, donc pas les indépendants. Les travailleurs indépendants ne peuvent pas en bénéficier, les demandeurs d'emploi non plus. Vous pouvez être en CDI, vous pouvez être en CDD, un intermittent du spectacle, un intérimaire. Donc pour les intermittents, les intérimaires et les CDD, ça sera sous condition, des conditions d'ancienneté. Donc ce sera vraiment du cas par cas pour pouvoir analyser la demande. L'objectif du PTP, c'est d'amener un salarié à changer de métier ou de profession. Cela se vérifiera par les codes ROM, le répertoire opérationnel des métiers. Donc, il faudra effectivement que le code ROM du métier actuel soit complètement différent du code ROM du métier envisagé. La formation, elle doit obligatoirement être inscrite au RNCP, donc le répertoire national des certifications professionnelles, ou encore être inscrit au registre spécifique. Elle peut
être éligible également au CPF. Donc, je rappelle, une formation obligatoirement inscrite au RNCP ou au RS de France Compétences. Dans les registres spécifiques, on trouve certaines certifications ou encore mobiliser le PTP pour acquérir essentiellement un certain nombre de blocs de compétences. Le PTP peut être réalisé sur le temps de travail ou hors temps de travail. S'il est réalisé hors temps de travail, le PTP ne prendra en charge que le coût pédagogique de la formation. S'il est réalisé pendant le temps de travail, il prendra en compte le coût pédagogique de la formation jusqu'à hauteur de 18 000 euros. Et le salaire, le maintien du salaire, bien sûr, sous condition de plafond. La demande de financement se fait à l'initiative du salarié, mais il y aura 3 acteurs dans cette demande de financement, dont le salarié. Donc le salarié, c'est lui qui enclenche sa demande. Le deuxième acteur qui va renseigner sa demande de financement sera l'organisme de formation, puisque l'organisme de formation va devoir renseigner sur la certification visée, notamment vérifier qu'elle est bien inscrite au RNCP pour le financeur. L'organisme de formation va également renseigner toute la partie qui concerne le coût pédagogique, le rythme et la durée de la formation, puisqu'effectivement, le PTP va être, on va dire, va être déployé en termes de durée. Ça, on en parlera sous peu. Et puis, l'employeur, qui est le troisième acteur qui fait la demande de financement, puisque l'employeur devra renseigner toute la partie qui concerne votre salaire et votre salaire net et également les charges sociales qu'il engage pour vous. Je rappelle donc le financement de la formation sur le temps de travail pour plus de précision, prise en charge de la rémunération du salarié. On entend par là le salaire net plus les charges sociales et l'employeur, lui, il est donc remboursé à 100%. Et c'est pour cela que désormais, l'employeur ne peut pas refuser un PTP dès lors que le salarié répond aux exigences légales qui sont de pouvoir justifier de 24 mois d'activité en général, dont 12 mois dans l'entreprise. Donc, il doit avoir 12 mois d'ancienneté dans son entreprise quand il fait sa demande de PTP. Et surtout que le salarié doit faire sa demande d'autorisation d'absence au plus tard 120 jours avant le début de sa formation. Si le salarié respecte ces 2 critères, l'employeur ne peut pas refuser. Il pourrait éventuellement reporter de 9 mois maximum le départ en formation du salarié pour certains critères, notamment s'il y a déjà 2% de l'effectif de l'entreprise qui sont déjà sur un PTP, ou que l'absence de main-d'œuvre de ce salarié risque de compromettre largement l'activité de l'entreprise. Là, il pourrait repousser de 9 mois et reporter n'est pas refusé. Cela suppose que vous cherchez une autre date de session de formation dès lors que vous l'avez trouvée en respectant ces fameux 9 mois, vous informez votre employeur de votre départ à telle date. Le PTP permet également, donc je rappelle, les formations qui sont prises en charge, ce sont des formations plafonnées à 1200 heures, étalées sur plusieurs années, mais ne visant qu'une seule certification. Ou encore des formations de 12 mois d'affilée maximum. Alors, quand je parle de ne cibler qu'une seule certification, une personne pourrait me dire, écoutez, moi je vais sur un master M1, M2. On est à 1200 heures, oui, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut valider la M1 pour entrer sur la M2. Donc, on n'est pas sur une seule logique de certification. Une certification qui rentrerait dans ce cadre-là, on pourrait penser au Café Ruisse, par exemple. Il se prépare sur 18 mois, certes, mais il n'y a qu'une seule certification de ciblé. Il n'y a pas à valider une année pour intégrer la deuxième année. Dans le cadre du PTP, vous pouvez également faire une demande de frais de mobilité qui pourrait prendre en charge certains les frais de déplacement, notamment. Voilà. Donc la demande, tout est dématérialisé, tout se fait sur le site de Transition Pro de votre région. Maintenant, pour le financement des formations hors temps de travail, je l'ai dit tout à l'heure, le PTP ne prendra en charge que le coût pédagogique de la formation. Voilà, dans le cadre d'un PTP, les droits inscrits au CPF sont entièrement mobilisés. Alors, je rappelle, les droits inscrits au CPF ne servent pas d'apport pour le PTP.
comme à l'époque du CIF, du congé individuel de formation, où plus j'avais de droits à formation, plus je me voyais accorder la prise en charge du financement. Le financeur aujourd'hui Transition Pro, que vous ayez 5 € sur votre CPF ou que vous ayez les 5 000 €, les fameux 5 000 € sur votre CPF, ça ne changera rien pour le financeur puisque lui, si la formation coûte 15 000 €, il investira bien 15 000 €. Pour autant, la Caisse des dépôts et de consignation viendra récupérer cette somme puisqu'elle en sera avertie. Cela suppose qu'une personne qui souhaiterait faire, je dis n'importe quoi, un bilan de compétences pour pouvoir identifier une piste professionnelle pourrait mobiliser son CPF avant de faire la demande du PTP. Après, c'est qui tout double. Au cas où le PTP n'a pas été accepté, j'aurais utilisé mon CPF. Mais voilà. Donc, ce sont des risques parfois à prendre ou encore laisser cette somme sur le CPF. Mais vous savez que si le PTP est accepté, votre CPF reviendra à 0. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, un petit peu les Oui, démarches. Vas-y. j'ai quelques questions pour toi, Darlène. Alors, si l'employeur demande le report à 9 mois et que la formation devait commencer à une date précise, et que c'est pas forcément reportable ou entrer sur concours, quelle solution s'offre aux salariés? Alors, là, il y a toujours des formations. Alors déjà, j'aimerais rappeler que l'inconvénient pour le salarié, c'est que ça lui l'oblige à décaler, surtout pour les formations où il n'y en a qu'une seule par année. Ça oblige le salarié à décaler son entrée en formation l'année d'après. D'accord? Parce qu'il y en aura toujours une formation. Maintenant, après, c'est peut-être montrer l'inconvénient que ce report peut créer pour le salarié et en faire la demande à l'employeur. Mais l'employeur est libre de reporter. Donc, il s'agit de négocier avec votre employeur. À ce stade, il n'est pas à défaut s'il reporte sur les motifs légaux le départ en formation. Donc, malheureusement, quand il s'agit d'une certification où il n'y a qu'une seule formation par année, ça décale tout le projet. En tout cas, si on veut rester salarié, et j'encourage à rester salarié et d'attendre une année. Maintenant, si vraiment vous vous dites non, il me faut absolument faire cette formation parce que d'autres projets seront tributaires justement de cette formation à ce moment précis, peut-être envisager le dispositif dont on va parler après, mais c'est un risque financier. Et dans tout, pareil, c'est toujours anticiper. N'attendez pas, par exemple, on vous dit faire la demande de financement 120 jours avant le début de la formation et se dire, bon, ben, ce n'est que 4 mois avant que je vais aller voir un conseiller en évolution professionnelle pour pouvoir sécuriser. Non. Si on a un projet de formation, 8 mois, bien 8 mois avant, échanger une année avant, plus vous anticipez, plus vous avez de chances de voir votre projet aboutir. Notamment s'il y a un refus sur le financement, si vous avez fait votre demande bien en amont, vous avez encore le temps de faire un recours pour avoir une réponse du financeur et garder la même date d'entrée en formation. Parce que si vous attendez la dernière minute, le temps que le financeur vous fasse le retour et que ça soit un rejet, bah, peut-être que vous êtes trop en retard pour pouvoir présenter de nouveau votre dossier pour la session de formation identifiée. Plus vous allez vous déployer des démarches en amont, plus vous sécurisez votre parcours. Merci. Alors, Darlène, peut-on faire une formation en alternance par le PTP? La formation dépasse 1200 heures. En alternance, non. C'est la Pro A. La promotion par alternance pour une formation pour le PTP. Et on y arrivera. Donc, pas d'alternance dans le cadre du PTP. Alors, après, tout dépend de ce que le salarié appelle alternance. Est-ce qu'on est sur un contrat en alternance? Parce que je sais qu'il y a certains salariés qui parlent d'alternance dans le cadre d'une formation continue qui a une période de stage. Ça, ce n'est pas de l'alternance, puisque les périodes de stage sont obligatoires dans le cadre d'une formation. À cet effet, d'ailleurs, vous avez une formation et un stage qui est obligatoire. On n'est pas dans de l'alternance, même s'il y a cette partie pratique dans le cadre de votre formation. Sachez que la période de stage prise en charge par le financeur ne devra pas dépasser 30
Je suis revenue et nous avons eu un petit bug informatique. J'espère que vous m'entendez. Timothée, tu m'entends? Oui, c'est bon, je t'entends à nouveau. OK. Merci pour ceux qui l'ont, précisé avec un pouce. Voilà, donc je disais que tout stage en fait, hein, qui devra être pris en charge, ne devra pas dépasser 30 de la durée totale, théorique, de la formation. Tout ce qui va dépasser sera à vos propres votre pro à vos frais, tout simplement. D'accord? Donc dans le cadre du, PTP, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, mais dans le cadre du PTP, bien sûr, il y a un travail à faire sur le projet, le consolider, voilà, le sécuriser. Ce travail, vous pouvez le faire avec un conseil en évolution professionnelle. Ensuite, vous faites vous menez des investigations hein, pour pouvoir identifier la formation. Une fois que vous avez identifié les dates de session de formation, vous avez réalisé vos tests de positionnement. Vous pouvez effectivement lancer votre dossier de financement sur votre espace Transition Pro, le Transition Pro de votre région. Donc l'objectif du travail avec le CEP, hein, c'est de pouvoir identifier, confirmer et mettre en œuvre le projet. La confirmation se passera par des enquêtes métiers, des périodes d'immersion que nous appelons des PMSMP. Donc on vous établira une convention à cet effet. Une fois le dossier lancé, donc j'ai bien sûr en amont fait ma demande d'autorisation d'absence à mon employeur dès lors que j'ai identifié la date de session de formation. J'ai lancé mon dossier, les 3 parties sont renseignées, ce dossier doit arriver au financeur au plus tard 90 jours avant le début de la formation. Alors, je précise, hein, ces 90 jours ne vous concernent pas seul, mais concernent les 3 acteurs qui font la demande, autrement dit, vous, l'organisme de formation et l'employeur. Voilà, donc quand l'employeur, c'est le dernier acteur qui intervient sur cette demande de financement, au moment où lui, il valide sa partie, ils doivent rester au moins 3 mois avant pour que le dossier puisse être traité par la CPIR. Le dossier passera en commission, vous aurez une réponse de Transition Pro et puis ensuite, en fonction de la réponse, si elle est positive, donc départ en formation. Si elle ne l'est pas, vous avez 2 mois pour pouvoir réaliser un recours gracieux. Donc tenez compte également de ces 2 mois, hein, à partir du moment donc dans votre calendrier, dans votre plan d'action, tenez compte également de ces fameux 2 mois pour le moment où vous allez déposer votre dossier sur le site, votre demande sur le site Transition Pro. Voilà, c'est histoire de vous dire, je n'ai pas à chercher encore une autre date de session de formation parce que, mon recours, j'ai pas le temps de le faire, avant, cette fameuse date. Le dispositif alors il nous reste, Oui, une petite question 20 d'Arène avant de minutes. passer au dispositif démissionnaire. Un salarié en arrêt maladie ou en congé parental peut-il prétendre au PTP? Absolument, un salarié en, quel que soit ce cadre-là, hein, bien sûr. Le salarié en arrêt maladie, par exemple, il peut bien sûr, prétendre au PTP. Il y a 2 choses, hein, pour lui. Soit il fait sa formation en étant en arrêt et dans ce contexte-là, c'est le médecin conseil de la CPAM qui lui donne l'autorisation pour faire sa formation ou pas. Admettons que ses droits s'arrêtent avant la fin de sa formation, il y a de fortes chances que le médecin conseil de la CPM puisse refuser hein, de l'accompagner sur ce projet. Donc, c'est vraiment voir avec l'assistante sociale de votre CPAM, voilà, les conditions qui seront utiles, mais il faut absolument de l'accord de du médecin conseil de la CPAM. D'ailleurs, si la formation est acceptée, la CPAM en informera votre employeur. Ça, on pourra faire, on va dire, sa formation dans ce contexte-là, notamment si il n'y a pas de perte de revenus pour le salarié en arrêt. Maintenant, si vous avez une grosse perte de revenus, la stratégie serait de terminer votre arrêt, bien sûr en accord avec votre employeur, la veille de votre entrée en formation. Comme ça, vous redevenez un salarié lambda avec plein pot de son salaire pendant sa formation. D'accord? Et pareil pour un congé parental. Tu as d'autres questions? C'est certainement une précision. Et en étant en AT, Accident du travail, pareil, on reste sur la même possibilité. très bien, merci.
Le dispositif démissionnaire. Donc le dispositif démissionnaire, notamment pour la personne qui posait la question tout à l'heure de savoir quels sont les autres recours qu'elle pourrait avoir si elle tient absolument à rentrer dans cette session de formation parce que ne pas y aller va impacter, aura un impact plutôt sur la continuité de son projet. Il y a la possibilité peut-être de mobiliser le dispositif démissionnaire. Donc, qu'est-ce le dispositif démissionnaire? Il arrive avec la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel et il va permettre à un salarié qui a un projet à réaliser hors de son entreprise, et on pourrait entendre par là un projet de formation ou un projet de création d'entreprise, de pouvoir effectivement se séparer de son employeur par le biais de la démission et de pouvoir obtenir ses allocations chômage sans aucun mois de carence. Pour faire un petit peu la différence entre deux écarts, j'ai une rupture conventionnelle, c'est l'idéal pour un salarié puisqu'il va pouvoir, quoique bon, avec la nouvelle loi maintenant, voilà, les employeurs seront moins favorables à cela, mais donc fin de collaboration avec l'employeur par le biais d'une rupture conventionnelle, j'ai mes indemnités de fin de collaboration, plus les allocations chômage sans aucun mois de carence, notamment si je n'ai pas négocié le socle légal minimum des indemnités. Si je fais une démission classique, je perds tout, mes droits en tout cas aux allocations chômage pendant 4 mois. Donc j'aurai une carence de 4 mois. Après ces 4 mois, fameux 4 mois, je pourrais toujours faire une demande d'allocation chômage à la commission paritaire de Pôle emploi. L'avantage avec le dispositif démissionnaire, c'est de pouvoir se dire, effectivement, je pourrais démissionner pour intégrer une formation, créer mon entreprise, mais en ayant la garantie d'avoir mes allocations chômage sans aucun mois de carence, comme n'importe qui aurait le droit aux allocations chômage. Donc, les avoir pendant 18 mois, pendant la durée de formation, tant que je n'ai pas repris une activité professionnelle pendant cette période des 18 mois. D'accord? Maintenant, pour pouvoir bénéficier du dispositif démissionnaire, il y a 3 critères cumulatifs. Être en CDI, forcément, s'il y a démission, c'est que je suis en CDI. Avoir un projet réel et sérieux à soumettre en commission. Donc, c'est un dossier qu'il faut renseigner pour pouvoir soumettre à une commission, soit pour un projet de formation, soit pour un projet de création d'entreprise, et ainsi pouvoir obtenir une attestation sur le caractère réel et sérieux de mon projet. Et le troisième critère cumulatif, je dois pouvoir justifier de 5 années d'activité continue. Alors, beaucoup de personnes lisent bien les 5 années, mais ils oublient ce terme continu. Cela dit que si entre deux contrats de travail, j'ai plus de 48 heures de carence, je coupe la continuité de mon activité professionnelle. Donc, je peux avoir plusieurs CDD en amont, dès lors qu'il n'y a pas de carence entre deux contrats de travail et ou encore des CDI, CDD, peu importe. Mais il ne faut pas qu'il y ait sur ces 5 fameuses années en arrière plus de 48 heures de carence entre deux contrats de travail puisqu'il faudra pouvoir justifier de 1300 jours travaillés. Donc, à partir du moment dans le cadre, alors j'ai oublié de dire, dans le cadre du PTP, vous n'avez nulle obligation d'être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. Y aller, c'est vous apporter plus de garanties. Et en tout cas, par la loi, vous n'avez pas d'obligation. Y aller, c'est vous apporter plus de garanties sur la possibilité de sécuriser votre demande de financement. Voilà. Par contre, dans le cas du dispositif démissionnaire, il y a obligation d'être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que je ne vous ai pas apporté comme information? À partir du moment où vous faites votre demande à la commission paritaire interprofessionnelle régionale de votre domicile, de votre région, vous obtenez une attestation. Cette attestation, elle est valable 6 mois. Cela dit, à partir du moment où vous l'avez, vous avez 6 mois pour démissionner et vous inscrire à Pôle emploi. Donc, durant ces 6 mois, on pourrait imaginer que vous ayez fait votre préavis au sein de votre entreprise, voilà. À partir du moment où vous êtes inscrit à Pôle emploi, vous avez 6 mois pour mettre en œuvre le projet pour lequel vous avez démissionné. D'accord? Donc, si c'est une création, vous avez 6 mois pour créer. Si c'est une formation, vous avez également 6 mois pour intégrer le parcours de formation. Puisqu'à l'issue de ces 6 mois, le Pôle emploi viendra vérifier que vous avez bien mis en œuvre le projet pour lequel vous aviez démissionné.
Si tel est le cas, bon, ben, vos allocations chômage continuent à être versées. Si tel n'est pas le cas, vous serez radié de Pôle emploi pendant 4 mois, histoire de récupérer la carence d'une démission classique, tout simplement. Voilà. Okay. Pour ce qui concerne le dispositif démissionnaire. Donc, obligation de mobiliser un CEP, montage du dossier, je soumets mon dossier à la commission, j'ai la décision de la commission, je réalise mon préavis, je m'inscris à Pôle emploi sous la validité de cette attestation qui est de 6 mois. Et une fois inscrit à Pôle emploi, bah, j'ai encore de nouveau 6 mois pour pouvoir peut-être sécuriser mon projet, faire ma demande de financement. Alors, je rappelle, hein, le dispositif démissionnaire, il me garantit les allocations chômage si j'ai obtenu mon attestation. Par contre, il ne me garantit pas la prise en charge de ma formation par Pôle emploi. Il va la favoriser, mais il ne va pas la garantir. Donc, c'est pour cela que c'est un risque. Pour toute personne qui aurait une formation de 12 mois, il est plus avantageux de faire un PTP qu'un dispositif démissionnaire. Une personne qui ira sur une formation d'infirmier, oui, ça serait la logique, notamment si elle n'est pas dans le secteur d'activité et qu'elle ne peut pas solliciter son OPCO. Mais pour toute autre formation, peut-être sécuriser cette formation en mobilisant le PTP. Y a-t-il des questions, Timothée? Je ne t'entends pas. Je crois que tu parles, mais je ne t'entends pas. Oui, effectivement. Un congé maternité, Darlène, compte-t-il comme une interruption sur les 5 années demandées? Non. Et en CDI, mais ces 5 dernières années, j'ai déjà fait 24 mois de congé parental. Il y a eu une rupture de contrat, point d'interrogation? Normalement, il n'y a pas de rupture de contrat. Après, c'est vraiment, vous avez un lien que vous pouvez trouver sur le site du gouvernement dans le dispositif d'émission reconversion. Et c'est un lien qui vous permet justement d'avoir cette fameuse estimation sur les 5 années d'activité continue. C'est un lien Pôle emploi. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire, mais il est préférable de sécuriser en allant renseigner, parce qu'à un moment, vous pouvez renseigner des événements particuliers dans votre parcours, renseignez-les, mais normalement, non. Et comme ça, vous avez votre estimation et d'ailleurs, hein, les commissions ont besoin de cette estimation pour pouvoir se prononcer sur votre dossier. Y a-t-il d'autres questions? Je m'excuse, je vais boire un peu. Oui, si la formation dure plus de 1200 heures, comment ça se passe? Ah, on est revenu sur le PTP, c'était en PTP. Si la formation dure plus de 1200 heures, comment ça se passe? Alors, si la formation dure plus de 1200 heures, il faut voir si c'est une formation sur 2 années. Donc, la première année, puisque le PTP ne finance que l'année de qualification, il faut voir quel autre financement vous pourrez mobiliser pour la première année. Si c'est une seule certification qui est supérieure, soit vous pouvez bénéficier de réductions par rapport à l'organisme de formation pour rentrer dans le cadre du dispositif PTP, ou soit vous faites un financement seul, ou il y a des cofinancements par rapport à cela. Mais le PTP, dans tout état de cause, ne pourra intervenir que sur l'année qualifiante. Donc, tous les cofinancements qui existent, hein, je peux penser aux OPCO, l'employeur, dans le cadre d'un abondement, voilà, ou un financement personnel aussi, hein, pour pouvoir finaliser tout ça. Mais le PTP ne dépassera pas ces 1200 heures. Très bien, merci Darlène. Le dispositif transition collective, alors on est quasi dans les mêmes contextes que le PTP, à la différence que le dispositif transition collective concerne en priorité les entreprises, puisque ce sont les entreprises qui font la première démarche, contrairement au PTP où c'est le salarié qui fait sa demande. Dans le cadre de la transition collective, elle va concerner les entreprises qui sont en mutation sectorielle. Donc, il y a une baisse d'activité durable dans leur secteur d'activité, fragilité effectivement de l'activité. Ils ont besoin de recruter sur les métiers porteurs, donc des métiers en transition écologique, numérique, santé, soins, etc. Donc, l'entreprise va faire une demande pour pouvoir bénéficier du dispositif transition collective. Et à partir de là, on est quasi dans les mêmes critères que le PTP. Donc, pour les salariés, les intérimaires, sauf les intermittents du spectacle, à ce moment-là, ils n'interviennent pas. On est toujours sur, à partir du moment où mon entreprise est engagée dans une transition collective, elle ne peut pas m'imposer
de la suivre dans cela. C'est vraiment si j'en trouve le bénéfice. L'avantage avec le dispositif transition collective, c'est que nous sommes dans des formations qui sont prises en charge sur 24 mois, donc le double du PTP, et ou encore 2400 heures. Voilà. Donc, les frais pédagogiques, voilà, le maintien de la rémunération, voilà. Ça ne change pas sur les 24 mois. Je crois que j'ai dit 24 heures, j'en sais rien. En tout cas, sur 2 ans, votre formation, vous pouvez aller prétendre à une formation sur 2 années dans le cadre du dispositif transition collective. Les étapes sont différentes puisque c'est une demande de l'employeur. L'objectif est de pouvoir effectivement déjà faire la demande, rencontrer les transitions pro qui viendront, et accompagnés du CEP, qui viendront faire une réunion d'information collective dans votre entreprise pour pouvoir vous apporter des réponses à toutes les questions que vous aurez, puisque votre employeur vous aura déjà parlé de ce dispositif, répondre à vos questions, voir un petit peu comment sécuriser votre parcours, être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. Cela est indispensable pour être sûr que l'on va vers un métier qui soit sécurisé dans le cadre de l'élaboration de projets, aller vers des métiers porteurs. Ça aussi, c'est important, pertinent. Et puis ensuite, donc, à part ce changement, tout le contexte reste le même. Donc, faire sa demande, effectivement, pareil, en dématérialisé sur le site Transition Pro de France. Vous ne pouvez pas faire de dossier transition collective si votre employeur n'est pas engagé là-dedans, donc puisque vous n'allez pas le retrouver sur la liste des entreprises de transition pro. Donc voilà, en général, l'employeur vous en parle, soit parce qu'il y a besoin de mutation des métiers au sein de sa structure, ou encore votre poste est fragilisé. Donc, l'employeur, effectivement, peut engager une transition collective pour pouvoir favoriser votre maintien à l'emploi ou tout simplement votre employabilité. Donc, pour un salarié qui aurait déjà un projet et qui était limité par le PTP, la transition collective pourrait être un avantage dans son projet de reconversion puisque elle prend en charge 24 mois de formation, donc cours pédagogique, mais également 24 mois de salaire maximum. Le plan de développement des compétences, qui a un peu changé avec la loi. Donc, l'objectif du plan de développement des compétences, comme son nom l'indique, contrairement au PTP, qui va amener à changer de métier ou de profession ou le dispositif démissionnaire, le plan de développement des compétences est la possibilité pour le salarié d'aller acquérir une expertise, des compétences pour le déploiement, l'essor de son entreprise. Donc, ce sont des compétences qui sont indispensables et nécessaires dans le cadre de votre emploi. Donc, c'est l'employeur qui va être concerné par cela. Maintenant, quelles que soient les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, quelle que soit leur taille ou le contrat de travail que vous avez, vous pouvez bénéficier du plan de développement des compétences. Voilà. Donc, l'objectif, c'est vraiment de répondre aux besoins en compétences de votre employeur. Voilà, donc dans ce cadre-là, on pourrait penser au bilan de compétences. L'employeur, dans le cadre du plan de développement des compétences, peut financer votre bilan de compétences pour vous. Il peut également financer pour vous la certification CLEA. Voilà, tout ce qui serait des actions de lutte contre l'illettrisme. Voilà. Donc, vous permettre, dans tout état de cause, de pouvoir évoluer, de pouvoir gagner en compétences, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à cela? Bon, on va passer à la promotion par alternance. On en parlait tout à l'heure quand la candidate avait demandé est-ce qu'on pouvait faire un PTP dans le cadre on pouvait faire un contrat en alternance dans le cadre du PTP. Donc, j'avais répondu non et j'avais expliqué ce qu'on entendait par alternance. Qui dit alternance dit bien signature d'un contrat en alternance, que ce soit un contrat de professionnalisation ou que ce soit un contrat
d'apprentissage. Donc, les salariés en CDI peuvent bénéficier du contrat en alternance. Les personnes qui sont en contrat d'insertion unique également peuvent en bénéficier. Les sportifs, entraîneurs professionnels en CDT. Donc, la ProA, c'est la possibilité effectivement de réaliser une formation pour acquérir une certification inscrite au RNCP, un CQP, un certificat de qualification professionnelle. Notons également qu'on est sur des durées de formation entre 6 et 12 mois dans le cadre d'un contrat en alternance et qui peut être étendu également en fonction de l'âge. Voilà. Autre élément à prendre en compte, c'est que la ProA ne peut pas être mobilisée pour un salarié qui aurait atteint un niveau de qualification 6, qu'il aurait validé, donc un niveau licence. Si on a une licence, on ne peut pas bénéficier de la ProA. Donc le contrat de travail sera suspendu pour être mis, soit on fait son contrat d'apprentissage avec son employeur ou avec une autre entreprise. Donc, on est mis à disposition d'une autre entreprise dans le cadre d'un avenant à notre contrat de travail initial pour pouvoir bénéficier de la ProA. Okay. Et l'avantage avec la ProA, contrairement à, on va dire, une personne qui pourrait dire, bon, ben dans ce cas, je préfère démissionner et faire un contrat d'apprentissage. Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, vous êtes au SMIC. En fonction de l'âge, bien sûr, à 100% en tout cas, vous êtes au SMIC en fonction de votre âge, tandis que dans le cadre de la ProA, vous restez sur votre salaire de base, qui est pris en charge par les OPCO. Alors, rappelons que vous passez par votre employeur qui contacte l'OPCO pour financer vos actions de formation. Et bien sûr, l'OPCO ne finance que des formations qui sont dans leur même branche d'activité. Donc, pareil, autre critère à prendre en compte au-delà du fait que l'on ne cible que des personnes qui n'ont pas atteint le niveau de qualification 6, il faut également se rappeler que si je change de branche professionnelle, l'OPCO de mon entreprise ne pourra pas financer ma formation dans le cadre de la ProA pour moi. Ensuite, on a presque terminé. Il nous reste 1 minute, donc je vais y aller. Donc vous avez les fonds d'assurance formation. Donc les fonds d'assurance formation sont concernés les chefs d'entreprise. Ils ont chacun un fonds d'assurance formation qui peut financer, en tout cas compléter leur formation. L'avantage avec les chefs d'entreprise, c'est qu'ils peuvent cumuler, en fait, ils peuvent cumuler leur CPF avec le financement de leur fonds d'assurance formation. Chaque entrepreneur, commerçant, artisan et ceux qui sont en profession libérale cotisent en fait. Ils ont un fonds d'assurance formation, voilà, donc je pense à l'AGFIS, le FAFSEA pour toutes les entreprises, les artisans, les FAFPM pour tous ceux qui sont dans les professions médicales, le FIFPL pour tous ceux qui sont en profession libérale qui ne sont pas inscrits au répertoire des métiers. Voilà, l'AFDAS, il y a plusieurs, vous les connaissez certainement en tant que chef d'entreprise et si vous ne les connaissez pas, vraiment, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller en évolution professionnelle pour pouvoir mobiliser ces fonds complémentaires par rapport à votre formation. Bon, alors pour plusieurs d'entre eux, en ce qui concerne les fonds d'assurance formation, en général, vous déboursez et vous êtes remboursé sur présentation de facture. Donc, il y a une avance. Il faut avoir une trésorerie pour pouvoir financer vos formations. Vous avez l'AIF, l'aide individuelle à la formation, notamment à destination des demandeurs d'emploi, que vous soyez indemnisé, donc que vous ayez les allocations chômage ou pas, vous pouvez solliciter Pôle emploi pour faire financer votre formation, donc une formation qui peut aller jusqu'à 3 années maximum. Ensuite, que la formation soit en présentiel ou à distance, mais à distance dans le cadre d'une formation ouverte, d'eau froide, donc tout ce qui sera formation synchrone notamment. Donc, dans ce cadre-là, l'AIF pourrait prendre en charge soit la totalité de la formation, soit mobiliser une partie de votre CPF pour pouvoir compléter. Voilà, à partir du moment où le projet reste en cohérence avec votre projet personnalisé d'accès à l'emploi, puisque vous êtes accompagné par votre conseiller Pôle emploi à cet effet, un financement pourrait être fait. Si la totalité n'est pas faite, elle restera à votre charge et voilà.
et peut-être solliciter d'autres structures pour compléter ce financement. Le FNE formation, donc dans le cadre de personnes qui sont notamment en CDI, en CDD, temps partiel, temps complet, peu importe. Les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation ne peuvent pas mobiliser, quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous évoluez. À partir du moment où on va aller sur un axe prioritaire en termes de formation, on va parler forcément de transition écologique, agroalimentaire, numérique. Dans ce contexte-là, vous pourrez effectivement mobiliser le FNE formation. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller en évolution professionnelle à cet effet. Je rappelle, le conseil en évolution professionnelle, c'est un service d'accompagnement gratuit, un service d'accompagnement personnalisé, confidentiel, qui permet à un salarié qui a un contrat de droit privé ou un travailleur indépendant de pouvoir faire le point sur sa situation ou mettre en œuvre un projet de reconversion ou un projet d'évolution professionnelle. Les opérateurs du CEP, en fonction de mon profil, Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, les missions locales pour les salariés de moins de 26 ans, Cap emploi pour les travailleurs qui ont une RQTH, donc des personnes qui sont en situation de handicap et dont le handicap est un réel frein pour leur mise à l'emploi. Les cadres pourront être accompagnés par l'APEC dans le cadre du conseil en évolution professionnelle et tous les autres salariés du secteur privé et travailleurs indépendants. Vous pourrez être accompagnés par la BGE, Guyane notamment, qui est un opérateur, le réseau EVA, Antea, RH Corse, Axis Martinique également. Vous avez également le groupement Évolution qui vous accompagne dans ces démarches. Donc, vous êtes dans une dynamique de mobilité interne, externe par rapport à votre entreprise. Vous souhaitez aller vers une certification professionnelle, créer ou reprendre une entreprise, évoluer, vous reconvertir, développer vos compétences. Le conseiller en évolution professionnelle va tenir compte de votre situation personnelle pour pouvoir vous donner des conseils adaptés en fonction de tous les dispositifs qui sont possibles. Voilà, donc un premier contact pour pouvoir faire l'état des lieux, identifier vos besoins et un accompagnement qui pourrait être mis en place à votre demande, c'est vraiment du volontariat. Et dans le cadre de cet accompagnement, pouvoir bénéficier de toutes les informations fiables sur la faisabilité de votre projet ou encore soit vous accompagner parce qu'effectivement on identifie c'est réaliste, c'est réalisable ou encore tout simplement identifier de meilleurs dispositifs pour pouvoir sécuriser ce projet de reconversion. Si vous voulez joindre, être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle surtout, vous pouvez les retrouver sur notre site www.mon-cep.org. Voilà, je crois avoir tout dit. Je vous remercie tous pour votre écoute. Je ne sais pas s'il y a des questions, Timothée. Je pourrais en prendre 2, 3. Il est déjà 11h05, mais pas plus. Et s'il n'y en a pas, nous estimerons que nous avons été clairs, Timothée. Oui, j'ai 2 questions, Darlène, rapidement. Où trouve-t-on les formations validées Calliope? Alors, les formations que vous trouverez, notamment dans le cadre d'une certification PTP, vous allez directement sur le RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles de France Compétences, ou sur le CPF. Vous avez certaines formations, les formations qui sont sur le CPF, les organismes de formation ont la certification Calliope. Et quand elles ne l'ont pas, vous avez une petite alerte en rouge vous le disant. Mais sur le RNCP, c'est l'idéal. Très bien. Et est-ce que l'employeur fait une avance de salaire sur la proie? Non, c'est l'OPCO qui prend directement en charge votre rémunération à ce moment-là, puisque votre contrat de travail par rapport à votre employeur est suspendu. Il y a un avenant à votre contrat de travail en accord avec l'autre entreprise qui vous accompagne sur votre activité PROA ou si c'est votre employeur, voilà, avec lequel vous faites votre contrat. Très bien. Merci, Darlène.
Ok. Ben, écoute, Timothée, je te remercie pour ta collaboration, d'avoir été là avec moi pour pouvoir relayer les questions et puis répondre en direct aux personnes qui posaient des questions par écrit. Je vous remercie tous pour votre écoute, votre présence. Et puis, n'hésitez dans tout état de cause pas à vous faire accompagner par un conseiller en évolution professionnelle dans tout projet de reconversion, d'évolution et pour sécuriser tout cela. Mais dans tout état de cause, prenez du plaisir dans chacune des étapes que vous allez initier. Et je laisse Timothée conclure. Merci à tous, merci à toi Darlene pour cette présentation. Je vous souhaite une très bonne journée. Les webinaires seront bientôt disponibles en replay. Bonne journée à tous. Bonne journée.